ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours du début de l'Euro, j'ai décidé de faire un nouvel épisode du Foot Café Story. Ce sera donc l'épisode 5 et cet épisode va se couper en deux parties. La première partie aujourd'hui où je vais présenter le palmarès de l'Euro en général. Donc l'Euro qui a commencé en 1960, la première édition, et la dernière édition en date, c'était évidemment 2021 avant le début de la nouvelle édition en 2024 qui aura donc lieu en Allemagne, et ce à partir de vendredi où ça débutera par un match Allemagne-Écosse bien sûr. Aujourd'hui je fais la partie 1 où je présente le palmarès de la compétition, je donne différentes anecdotes de 1960 jusqu'à 1988, et mardi sortira l'épisode 2 où je présenterai les compétitions de 1992 jusqu'à 2021. Donc le but voilà, c'est de faire deux parties pour que ce ne soit pas trop long, pour que je ne vous assomme pas, mais voilà, encore une fois, le but du Foot Café Story, c'est de parler de football, de vous donner des anecdotes aussi culturelles, historiques, pour étayer sa culture générale, pour élargir aussi le spectre du football, parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie et que le football est hautement politique aussi, qu'il est lié à d'autres événements. Donc je vais présenter toutes les compétitions de l'Euro via des anecdotes, via évidemment le football, les matchs de légende qui ont pu avoir lieu durant ces compétitions-là. Et on est directement parti pour l'Euro 1960, mais il faut évidemment contextualiser l'Euro 1960. Il faut tout d'abord dire que l'Euro est une compétition qui a été créée par un Français qui s'appelle Henri Delaunay. On dit souvent que le football a été créé par les Anglais, mais c'est souvent les Français qui ont tout fait dans les démêlés administratifs pour créer des compétitions. Donc c'est vrai que le football a été créé en Angleterre dans un premier temps, mais la structure même du football, la création des différentes compétitions, c'est un peu chauvin que de le dire, mais c'est souvent imputé quand même aux Français. Henri Delaunay qui a créé, qui a eu l'idée en tout cas de créer l'euro évidemment, puisqu'à ce moment-là, on est en plein développement de l'Union européenne, on essaie vraiment de créer une solidarité européenne, donc on essaie vraiment voilà, d'élargir un peu cette institution, et c'est vrai qu'en courant des années 1950, il a cette idée de créer l'euro, une compétition qui réunirait les différentes sélections européennes, parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà la Copa América qui rencontrait un certain succès en Amérique du Sud, et donc il a décidé d'inventer cette compétition. D'ailleurs, aujourd'hui, le trophée de l'Euro s'appelle le trophée Henri Delaunay, pour rendre hommage évidemment à ce monsieur-là. Et puis il faut aussi savoir que de 1960 jusqu'à 1980, eh bien, l'Euro ne réunit que 4 équipes. La phase finale de l'Euro de 1960 jusqu'à 1980, eh bien, elle ne réunit que 4 équipes sur la phase finale. Alors il y a des phases de qualification qui sont très longues, qui réunissent un temps 32 équipes, un temps 36 équipes, mais le tournoi en lui-même, là où aujourd'hui il est composé de 24 équipes, et bien de 1960 jusqu'à 1980, il ne comptait que 4 équipes. Et l'édition de 1960, eh bien la finale, c'est l'URSS face à la Yougoslavie. Et à ce moment-là, on est aussi en pleine guerre froide, et le fait d'avoir deux équipes du bloc de l'Est en finale, eh bien ça constitue une vraie victoire pour ce bloc-là. Évidemment, à ce moment-là, il y a deux blocs très monolithique, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, et tout est bon pour montrer que ce bloc-là est meilleur que l'autre. Et donc la finale URSS-Yougoslavie, c'est un certain succès. D'ailleurs, pour l'anecdote, la France participera à cet euro. C'est d'ailleurs le dernier euro auquel participera la France avant l'euro 1984 qu'ils gagneront à domicile, parce qu'ils ont vraiment vécu une période noire de 1960 jusqu'à 1984, une longue traversée du désert. Et pour l'anecdote, la France a joué contre la Yougoslavie en demi-finale. Ils menaient 4 buts à 2 à l'heure de jeu, mais ils ont été remontés 5 buts à 4 pour finalement s'incliner. Les Yougoslaves se sont donc qualifiés face à l'URSS avant de s'incliner évidemment face aux Soviétiques, mais la France a participé à cet euro et elle s'est inclinée 5 buts à 4 face à la Yougoslavie, après pourtant avoir mené là aussi. On va maintenant passer à l'édition 1964, et l'édition 1964, j'ai évidemment mes notes devant moi, elle est fortement politique, parce que 1964, c'est l'Espagne qui va affronter l'URSS en finale, et 4 ans plus tôt, l'Espagne de Franco, parce qu'à ce moment-là, l'Espagne est dirigée par la dictature franquiste et qui a pris le pouvoir en 1939 suite à la guerre civile espagnole qui a ravagé le pays de 1936 à 1939, une guerre civile qui opposait les républicains et les nationalistes de Franco. Et donc Franco est au pouvoir depuis 1939 pardon, à ce moment-là, et en 1960, lors de l'Euro, l'Espagne devait affronter l'URSS, mais Franco a décidé de refuser de jouer face à l'URSS, et cette fois-ci, en 64, eh bien, il va accepter de défier cette dictature d'extrême gauche, donc le communisme. On a donc une dictature d'extrême droite, l'Espagne, dirigée par Franco, qui est soutenue à ce moment-là par les dictateurs Adolf Hitler et Benito Mussolini, et on a en face de lui le communisme, donc le bloc d'extrême gauche, là aussi, donc deux régimes que ne s'apprécient pas du tout, pour vulgariser la chose et essayer de parler simplement. Et
donc l'Espagne défie l'URSS et c'est finalement l'Espagne qui va s'imposer évidemment lors de cette finale de 64. D'ailleurs, cette équipe espagnole est fortement composée des joueurs qui ont fait le succès du Real Madrid dans les années 50. Le Real a gagné les 5 premières éditions de la Ligue des Champions et cette équipe espagnole est à majorité composée de joueurs du Real Madrid là aussi. Donc c'est une compétition qui est fortement politique, l'Espagne-URSS de 1964, parce qu'on a d'un côté une dictature d'extrême droite qui fera affronter une dictature d'extrême gauche et c'est évidemment une victoire sur le plan idéologique, sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan de la propagande pour Franco là aussi dans ce contexte de la guerre froide. Et pourquoi est-ce que Franco nouait une haine viscérale envers l'URSS? Déjà parce que c'est l'extrême gauche, mais surtout parce que l'URSS avait soutenu le camp républicain lors de la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, là où Franco avait été soutenu par les dictatures allemandes et italiennes, et bien les républicains avaient été soutenus par le bloc d'extrême gauche de l'URSS. Donc Franco en voulait énormément à l'URSS pour vulgariser la chose là aussi. On va maintenant parler de l'Euro de 1968 et cet Euro vous allez voir qu'il est complètement fou d'un point de vue sportif parce que c'est l'Italie qui va le gagner à domicile. Donc là aussi 4 équipes, ça commence des demi-finales et l'Italie lors de la demi-finale affronte l'URSS et c'est vrai que l'URSS dans les années 60 c'est une équipe qui a beaucoup de succès parce qu'elle est systématiquement en phase finale de la compétition et c'est toujours compliqué de se qualifier. C'est vrai que l'Italie joue la demi-finale face à l'URSS en 68 et Gianni Rivera, la légende du Milan AC qui a gagné le Ballon d'Or en 69, et bien se blesse face à l'URSS et à ce moment-là on n'a pas le droit au changement, on n'a pas le droit de changer un joueur en plein match et donc l'Italie va jouer à 10 face à l'URSS et donc ils vont réussir à faire l'exploit d'accrocher le match nul parce qu'à ce moment-là l'URSS c'est quand même une équipe très forte et donc ça va se jouer au tirage au sort. À ce moment-là pas de tir au but, on est allé au bout de la prolongation, on n'a pas envie de rejouer le match et donc on va décider ça au tirage au sort et donc les deux capitaines rentrent dans le vestiaire avec l'arbitre qui fait le tirage au sort dedans, donc pas devant les supporters, ils font le tirage au sort dans le vestiaire et donc le capitaine qui va sortir, et bien ce sera le capitaine qui aura gagné. Et donc à ce moment-là, évidemment, le public retient son souffle, qui va sortir de ce vestiaire-là pour annoncer la victoire, d'autant plus que la compétition a lieu en Italie. Donc forcément, les Italiens ont le souffle coupé, ils essayent de retenir évidemment ce souffle-là pour attendre ce qu'il se passe, et c'est finalement le capitaine italien qui sort, les bras levés, disant que le tirage au sort a été favorable pour les Italiens. Les Italiens se qualifient donc au tirage au sort en finale. Ils arrivent en finale contre nos amis tchécoslovaques et ils vont s'imposer là aussi dans un scénario rocambolesque puisque le premier match débouche sur un match nul. On va donc rejouer le match et c'est Luigi Riva, la légende de Cagliari, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection italienne, qui va donner la victoire à l'Italie. Donc entre les tirages au sort et les matchs rejoués, l'Euro de 68 était complètement dingue évidemment. On va maintenant parler de l'Euro de 72 et peut-être la plus belle Nationalmannschaft de l'histoire. On n'a pas beaucoup parlé de l'Allemagne depuis la création de l'Euro, et bien en 72 avec une génération absolument exceptionnel avec ce fameux mélange des joueurs du Bayern, des joueurs de Gladbach, sur le banc Helmut Schön qui est considéré comme le meilleur sélectionneur de l'histoire de la sélection allemande. Et bien l'Allemagne va s'imposer face à l'URSS en finale, une victoire cinglante, 3-0 et c'est vrai que cette équipe allemande elle est considérée comme la plus belle Nationalmannschaft de l'histoire, encore plus belle que celle de 2014, encore plus belle que celle de 74 qui va gagner 2 ans plus tard la Coupe du Monde, mais il y a une ossature très forte, il y a Beckenbauer, il y a Sepp Maier, il y a Netzer qui ressemblait à un artiste de rock'n'roll, il y a aussi Gerd Müller évidemment, donc beaucoup de légendes du Bayern Munich, mais aussi du Borussia Mönchengladbach, un mélange très homogène, et cette équipe de l'Allemagne est une génération dorée. D'ailleurs, ça va initier cette équipe allemande qui, durant les années 70, est évidemment une grande équipe puisqu'elle va gagner l'Euro en 72, elle va gagner la Coupe du Monde en 74 et elle va gagner l'Euro en 1980, on va en parler évidemment juste après. J'essaie un peu de lire mes notes pour ne pas oublier quelques éléments fondamentaux, mais en 72, cette équipe allemande est considérée comme la plus belle Nationalmannschaft de l'histoire grâce à cette super génération, ce beau sélectionneur, mais aussi cette victoire cinglante en finale face à une équipe de l'URSS, comme je l'ai dit, qui dans les années 70 a le vent en poupe. C'est une équipe qui est très forte, hein. L'URSS c'est la deuxième puissance mondiale, c'est une équipe qui veut s'imposer grâce au sport, donc elle met toutes les chances de son côté, et finalement que cette deuxième puissance mondiale s'incline face à une équipe du bloc occidental, donc la RFA, et on sait qu'à ce moment-là, l'Allemagne est fortement politique, en tout cas le conflit qui sévit en Allemagne est fortement politique, et bien c'est évidemment tout un symbole. On va maintenant passer en 76, et en 76 l'Allemagne revient, la RFA revient en finale, cette fois-ci face à la Tchécoslovaquie, et la Tchécoslovaquie qui va s'imposer à la surprise générale face à l'Allemagne. Il y a un événement, il y a un geste qui va marquer cet Euro 76, je ne vais pas épiloguer sur l'Euro 76 parce qu'en fait il n'y a qu'un seul geste qui peut le résumer, c'est cette Panenka d'Antonín Panenka, le joueur tchécoslovaque qui jouait du côté des Bohemians de Prague, et d'ailleurs pour l'anecdote il répétait énormément ce geste de la Panenka à l'entraînement avec son gardien en club, et on lui a dit de ne pas
pas le faire, ce geste-là en finale de l'Euro. Imaginez-vous, vous avez le coup de pied vainqueur au bout du pied, bien sûr, vous êtes là, vous allez peut-être faire gagner votre sélection et donc vous faites une panenka et à ce moment-là, c'est un geste qui est rentré dans l'histoire parce que déjà, il le fait face à Sepp Maier, qui est peut-être le meilleur gardien du monde à ce moment-là, mais surtout, il faut un courage et un panache énorme pour venir faire cette panenka et c'est un geste qui va rentrer dans l'histoire et la panenka est évidemment née d'Antonín Panenka, le joueur tchécoslovaque qui a fait gagner l'Euro 76 à sa sélection face à la Grande Allemagne grâce à ce geste-là. Évidemment, donc l'Euro 76 est rentré dans l'histoire pour ce geste. On va maintenant passer en 1980 et l'Allemagne est de nouveau en finale et l'Allemagne est victorieuse. Cette fois, elle prend sa revanche face à la Belgique d'Eric Gerets qui coachera l'Olympique de Marseille quelques années plus tard. Et l'Euro 1980, eh bien, c'est une très très belle compétition. Évidemment, il convient quand même d'en parler parce que l'Euro 1980, à ce moment-là, eh bien, l'Euro va changer. L'Euro va passer dans un système par poule. Avant, comme je l'ai dit, ça n'était qu'une phase finale où ça commençait des demi-finales. Et bien maintenant, on va faire 2 poules de 4 et l'Euro va s'élargir, va se démocratiser. Et la raison, elle est toute simple, c'est qu'à ce moment-là, le Mondial 78 a rencontré énormément de succès. Donc en fait, on a deux entités. On a l'UEFA qui est donc représentée avec l'Euro et on a la FIFA qui est représentée avec le Mondial. Et donc l'UEFA a une forte volonté de concurrencer la FIFA et la FIFA en 78, elle a fait un sponsor avec Coca-Cola qui a eu énormément de retombées financières positives et qui a vraiment hissé la FIFA très haut sur le plan économique et qui a clairement grillé la concurrence, l'UEFA en premier lieu. Et donc l'UEFA va décider de démocratiser, d'élargir l'euro afin de concurrencer l'hégémonie nouvelle de la FIFA qui a été obtenue grâce au sponsor avec Coca-Cola lors de la Coupe du Monde 78. Donc l'euro 1980, eh bien, on va essayer de démocratiser pour avoir plus de retombées financières et l'euro 1980 va être remporté par l'Allemagne 2-1 en finale face à la Belgique. Et c'est un mec qu'on ne connaît absolument pas dans l'histoire du football qui s'appelle Horst Rubesch qui va remporter l'Euro avec l'Allemagne. Et pour l'anecdote, ce mec-là met un doublé en finale de l'Euro 1980. Je ne le connais tellement pas que j'ai dû relire son nom encore une fois. Pourtant, j'ai préparé mes notes, je connaissais le nom du gars, mais il a été tellement anecdotique dans l'histoire du football allemand qu'on l'a oublié. Et bien ce mec-là a percé sur le tard dans le monde du football professionnel à 23, 24 ans et il a été en sélection allemande lors de l'Euro 1980 parce qu'un gars s'est désisté, il a été blessé et donc il l'a remplacé et il a réussi à faire gagner l'Euro en mettant un doublé en finale alors que ce mec-là était dans les catégories inférieures lorsqu'il avait 22, 23 ans et il s'est retrouvé là dans l'Euro 1980 avec tous ses cracks. Et puis l'Euro 1980 c'est aussi la période de transition pour la sélection allemande où les mecs comme Sepp Maier, Beckenbauer, Gerd Müller vont laisser peu à peu leur place pour la nouvelle génération avec les Rummenigge, les Harald Schumacher qui s'est fait reconnaître par l'équipe de France 2 ans plus tard lors du mondial 82. Et puis cette année-là, c'est aussi une année glorieuse pour le football allemand puisque lors de la Coupe UEFA, on a 4 clubs allemands dans le dernier carré. Hambourg va aller en finale de la Ligue des Champions, donc c'est vraiment l'apogée finalement du football allemand l'année 1980. L'Allemagne va gagner l'Euro et puis les clubs allemands ont tous le vent en poupe sur le plan européen. On va maintenant parler évidemment de l'Euro 1984, la première compétition internationale remportée par l'équipe de France qui a été qualifiée parce qu'elle jouait à domicile. Mais l'équipe de France de 1960 jusqu'à 1984, c'est une très longue traversée du désert. On se rappelle tous. Enfin, on se rappelle, ceux qui ont essayé de se documenter, mais on se rappelle qu'en 1958, cette équipe de France, elle avait fait une super Coupe du Monde, elle était arrivée en demi-finale, avec notamment les 13 buts de Juste Fontaine. Ils ont fait aussi demi-finale de l'Euro 1960, où ils ont perdu, comme on l'a dit en début de vidéo, face à la Yougoslavie, mais de 1960 jusqu'à 1984, c'est une très très longue traversée du désert pour les Français, et ils vont se qualifier, pardon, je prends un peu d'eau, mais ils vont se qualifier à l'Euro 1984 parce qu'ils sont tout simplement à domicile. Et l'Euro 1984, il est complètement dingue parce que Michel Platini va devenir le premier joueur à marquer 7 buts lors de l'Euro, donc il va rentrer dans l'histoire. Et puis c'est aussi la genèse de cette génération très forte de l'équipe de France, une génération qui a été revancharde puisque 2 ans plus tôt, elle a été éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde d'une manière assez dramatique avec cette sortie kamikaze d'Harald Schumacher sur Battiston. Évidemment, on va commencer à détester les Allemands en France comme si on les détestait déjà pas assez. Et c'est vrai que Harald Schumacher s'est rendu célèbre auprès des Français par ce geste-là. Et en 1982, c'est encore un traumatisme pour les anciens Français, j'ai envie de dire, pour les personnes âgées aujourd'hui qui vivent en France. Et bien forcément, ce traumatisme-là est encore toujours très présent lorsqu'on parle de football. Et en 1984, c'est le moment de la revanche et la France qui va s'imposer à domicile face à l'Espagne en finale 2-0, grâce notamment à un but de Michel Platini en finale, mais aussi un but de Bruno Bellone qui a dû arrêter sa carrière prématurément à 28 ans à cause d'une grave blessure à la cheville. Ce mec-là, aujourd'hui, on l'a oublié, mais avant les Emmanuel Petit, les Zinedine Zidane ou encore les David Trezeguet qui ont tous le point commun d'avoir marqué sur une finale de grande compétition internationale avec l'équipe de France, eh bien il y avait Bruno Bellone que tout le monde a oublié aujourd'hui mais qui a quand même marqué en finale de l'Euro 84 pour sceller
la victoire de l'équipe de France face à l'Espagne et l'Euro 1984 avec cette équipe de France merveilleuse, le carré magique avec Platini, Giresse, Tigana, Luis Fernandez évidemment, avec cette équipe que l'on surnommait les Brésiliens de l'Europe, avec Michel Hidalgo, paix à son âme aussi, qui était le sélectionneur très fort de cette équipe française. Donc voilà, évidemment l'Euro 1984 sonne aujourd'hui comme la première grande victoire et comme le premier grand succès après cette longue traversée du désert pour la sélection française. On va conclure ce premier épisode avec l'Euro 1988 et la victoire finale des Pays-Bas et cette génération extraordinaire, Rijkaard, Gullit et Van Basten. Et Van Basten qui va faire gagner l'Euro 88 aux Pays-Bas lors de la finale. Devinez face à qui? Face à l'URSS qui est encore arrivé en finale, mais ce sera la dernière finale de l'URSS dans une compétition internationale, puisque ceux qui ont étudié l'histoire le savent, 3 ans plus tard l'URSS va s'effondrer et les Pays-Bas vont s'imposer pour sceller la chute totale de l'URSS dans le monde du football. Victoire 2-0 et cette superbe volée du gauche de Van Basten qui est rentrée dans l'histoire. Et pour l'anecdote, et c'est comme ça qu'on va conclure la vidéo, Van Basten n'était pas titulaire au début de la compétition, ce qui est complètement dingue quand on s'en rappelle aujourd'hui, mais Van Basten n'était pas titulaire au début de la compétition. Il a été intronisé au deuxième match et c'est là qu'il va commencer à cartonner. Puis les Pays-Bas vont gagner en Allemagne. Et ça, c'est évidemment très politique, ça a une portée évidemment fortement politique, puisque les Pays-Bas nouent une rancœur énorme envers l'Allemagne. Ils s'étaient déjà inclinés en 1974 face à la RFA en finale. On se rappelle aussi de cette phrase en 1974 d'un commentateur sportif néerlandais qui, après la victoire de l'Allemagne face aux Pays-Bas en 1974, dira « Ils nous ont encore eu ». Et en fait, le commentateur néerlandais faisait référence au bombardement des Pays-Bas de Rotterdam durant les années 40, durant la Seconde Guerre mondiale. Les Pays-Bas avaient été bombardés par l'armée allemande à Rotterdam qui avait totalement détruit la ville. Et donc, à partir de ce moment-là, les Pays-Bas vont nouer une énorme rancune envers les Allemands. Ils ont détruit une grande partie des Pays-Bas, donc forcément la rancune va s'installer. En 1974, les Allemands vont encore rebattre les Pays-Bas, cette fois-ci dans une compétition sportive. Donc c'est pour ça que la phrase du commentateur néerlandais est née, hein. Ils nous ont encore eu, donc en référence à ce qui s'était passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1988, les Pays-Bas vont prendre leur revanche puisqu'ils vont gagner l'Euro en Allemagne. Et quand on sait à quel point les Allemands avaient du succès dans les années 70-80, eh bien c'est tout un symbole que de gagner l'Euro du côté de l'Allemagne, quand on sait le lien particulièrement compliqué qui peut exister entre les deux pays. Et ça nous montre encore une fois que le football a une portée fortement politique. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. 17 minutes, c'est un peu long, mais c'était le temps un peu d'expliquer tout ça, bien sûr. C'est une vidéo qui a été un peu faite à l'improvisation, c'est-à-dire que je prépare mes notes et ensuite j'essaye de parler d'une manière très naturelle. J'ai pas envie de préparer un script à l'avance, on essaie un peu de parler naturellement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et j'espère que ce résumé vous a plu. Rendez-vous pour l'épisode 2, ce sera mardi.